Jean-Claude Richez, eh bien, voilà. Je suis strasbourgeois de longue date, mais alsacien de l'intérieur. Enfin, alsacien de l'intérieur, français de l'intérieur, donc à l'extérieur en Alsace. Et voilà, en ça, je me sens profondément alsacien, puisque pour moi, c'est ça qui fait l'alsacianité, ou enfin le charme ou l'intérêt de l'Alsace. Et c'est pour ça que je me sens très alsacien. Et si je ne suis pas alsacien de naissance, ni par le sang, ni par le sol, je suis alsacien d'élection. Par choix, effectivement, mon choix et le choix de mes amis. Voilà. J'ai été enseignant pendant très longtemps en histoire, en lycée, à l'université un temps à Metz, comme chargé de cours. J'ai été aussi, j'ai fini d'ailleurs ma carrière là à Paris comme responsable des études de la recherche et de la formation à l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire. J'ai été également militant d'extrême gauche dans les années 60-70 et ensuite militant dans la mouvance culturelle alsacienne. J'ai collaboré au Buderflot, j'ai publié une revue qui s'appelait Les Cahiers de l'Alsace rouge, qui indiquait l'orientation politique, et participé à la création d'un club qui s'appelait le club Jacques Perrotte, qui était dans la secrétaire était Catherine Trottmann, et j'ai été élu à Strasbourg, donc conseiller municipal, adjoint au maire, de 89 à 2002. En 2002, j'ai quitté Strasbourg pour prendre ses responsabilités à l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire. Et voilà, j'ai arrêté il y a 5 ans et je continue à travailler à la fois sur l'histoire de l'Alsace, mais aussi sur les questions de jeunesse et de politique de jeunesse. J'ai toujours été très attaché à la langue et à la culture régionale. Lorsque j'ai été élu, d'ailleurs, je me suis battu et j'ai obtenu gain de cause, notamment sur la position de plaques bilingues à Strasbourg, avec évidemment l'éternel débat quelle transcription écrite. Voilà. Et le choix qui était fait, c'était de prendre la forme dialectale la plus proche de la forme allemande pour que ce soit lisible par le plus grand nombre. Je ne parle pas alsacien, je parle allemand un peu, mais voilà, je comprends l'alsacien. Effectivement, il faut avoir une sensibilité à la culture de la région, ou une ouverture à la culture de la région. J'ai toujours vécu sur des frontières. Je suis né sur une frontière entre l'Espagne et la France, en Navarre, à Pau. Je me sens alsacien par la frontière et par la fascination pour le rapport entre des cultures différentes. Et au niveau de mes travaux historiques, je me suis beaucoup interrogé sur comment, à partir de l'exemple de la frontière alsacienne, comment avec du même on fait du différent, et comment avec du différent on fait du même. C'est la question qui m'intéresse. Et de ce point de vue-là, je me sens totalement alsacien. Je pense que c'est au cœur, effectivement, de la réflexion autour de ce qui fait l'alsacianité. Quand j'étais étudiant à Strasbourg, j'avais des amis alsaciens. Souvent, les soirées se terminaient en alsacien, quand on avait éclusé un certain nombre de bouteilles. Voilà, ils se mettaient à parler alsacien, mais toujours avec, quelque part, de leur part, en tous les cas, aucune idée de transmettre ou de partager la langue qu'ils parlaient. C'est-à-dire, j'ai appris l'allemand au lycée, mais j'ai jamais été aussi loin de l'allemand quelque part que quand j'étais comme usage, comme langue d'usage qu'en Alsace. Voilà, je me trouvais finalement beaucoup plus loin alors qu'on était très proche de la frontière, que mon père travaillait en Allemagne. C'était tout à fait étrange. Années 70, oui, j'étais complètement impliqué dans le mouvement. J'appartenais à une organisation d'extrême gauche qui accordait une grande importance aux questions régionales. C'était la période Vivre et travailler au pays qui faisait complètement partie de notre programme. Donc,
dans ce contexte, effectivement, on a lancé cette revue, Les Cahiers de l'Alsace rouge, qui est paru à peu près entre 1974 et 80, qui était parallèle au Buderflode. Et on a participé au Musée Orvokes et à toutes les mobilisations autour du nucléaire, autour des Elsässer-Huve, etc. C'était pour nous, c'était un terrain tout à fait naturel et familier. Fessenheim a aussi à Markolsheim. Markolsheim, on a perdu on avait une très, très grande tante dans la famille parce que j'étais affligé de très nombreux frères et sœurs et on l'avait dressé sur le site de Markolsheim où je crois qu'on l'a définitivement abandonné. C'était l'un des points de ralliement. Donc là, effectivement, on a retrouvé aussi quelque part le chemin de l'Allemagne puisqu'il y avait des Allemands avec Ville, tout ça, qui étaient mobilisés de l'autre côté du Rhin, avec les Volkshochschule, etc. Donc là, ça nous a rapprochés de l'Allemagne. Socialisme municipal, oui, c'est socialisme municipal à Strasbourg, mais aussi qui va se répandre dans les autres grandes villes d'Alsace, puisqu'il y a des expériences, même si elle n'est pas aussi approfondie, à Mulhouse et à Colmar. On fait le socialisme perrotien, il est directement issu de la politique sociale des maires qui l'ont précédé à la tête de la ville, c'est-à-dire Otto Bach et Rudolf Schwander, qui sont qui ont mis en place effectivement les premiers des politiques sociales très avancées au niveau municipal et quelque part, Perrotte va s'inscrire directement dans cet héritage. C'est-à-dire qu'il y a une partie, d'héritage bourgeois dans le socialisme municipal de Perrotte, mais qui mène jusqu'au bout, puisque quelque part, bon là, on a classé comme patrimoine mondial de l'humanité la Neustadt, qu'on a... Pour ceux qui sont les plus anciens ici, on ne disait jamais Neustadt avant, on disait la ville allemande avec un certain dédain. D'ailleurs, je me souviens quand je suis arrivé à Strasbourg, on parlait d'ailleurs de raser le Palais du Rhin, par exemple. On a rasé la Maison Rouge aussi sans qu'il y ait tellement de protestations, alors que c'était quelque chose qui faisait partie de cette Neustadt qui est aujourd'hui sacralisée. Il y a une autre Neustadt, c'est la Neustadt de Perrotte. Il y a une ville nouvelle qui est avec projection, sur le terrain de l'idéal socialiste de Perrotte, c'est-à-dire habitation de très grande qualité avec des équipements, des services, toutes les commodités en termes d'hygiène qui sont partie organique de ce projet. Puisque pour lui, l'idée, c'était le développement économique et le développement social de la ville. Il est très investi aussi dans le développement, la construction et le développement du port, mais qui a été aussi entamé pendant la période allemande. Donc il y a une Neustadt de Perrotte des années 20 au même titre et qui mériterait d'être placée aussi sous protection, comme le patrimoine, et qui est un patrimoine populaire, ouvrier, qui marque profondément, je pense, si ce n'est la conscience, au moins l'inconscient des Alsaciens. Je pense que quand Tommy Ungerer dessine les Trois Brigands, cette ville idéale, c'est quelque part une projection effectivement de cette ville qui prend en charge ses habitants du berceau à la tombe et en particulier les plus démunis, les orphelins. Je pense que c'est une illustration directe, vraisemblablement ou certainement inconsciente, je ne sais plus si on en a eu l'occasion d'en discuter chez Tommy Ungerer. L'Alsace, c'est une invention, une réinvention permanente. C'est-à-dire que, pas chaque génération, mais chaque période historique invente
invente son Alsace. L'Alsace se réinvente, mais ce n'est pas seulement vrai pour l'Alsace, c'est vrai aussi pour la France. La France se réinvente. Par exemple, on prend l'invention de Notre-Dame de Paris, puisque c'est question d'actualité. C'est une invention de la période romantique. C'est quelque chose de relativement récent. On fait comme si c'était totalement éternel. L'Alsace, il y a une Alsace des Minnesänger, il y a une Alsace du temps de la Réforme, il y a une Alsace du temps de la Révolution française, c'est-à-dire que c'est une réinvention permanente. Nous, on est dans une autre séquence historique. Alors, on ne sait peut-être pas vers quoi on va, mais sur ce que vous énumérez dans votre texte, les Spindler, Bûcher, etc., ben, on pourrait dire la même chose pour notre génération, avec Henny, Weckmann, Vigée, Deutsch, par exemple. Voilà, c'est une autre séquence historique. Et après, on a tendance à la réduire. Je pense que chaque génération réinvente son Alsace. Et ce qui fait la puissance, comment dire, de ce mouvement, c'est cette situation extrêmement créative à la jonction de deux grandes cultures, de deux grandes langues. Un peuple n'existe que s'il se manifeste. Ce qui est en jeu aujourd'hui, effectivement, c'est notre capacité à se manifester et à manifester pour, comment dire, la défense d'un certain paysage, la défense de traditions linguistiques. Voilà, et je pense que là, il y a quand même de très nombreuses mobilisations qui font... voilà, il y a une autre Alsace qui naît. Il y a oui, par exemple, je pense... Il y a aussi un développement sur la question des migrations, mais l'Alsace, elle a toujours été terre de migration, d'immigration ou de migration. Ce qui est catastrophique, c'est quand on découpe le territoire français sans tenir compte justement de ses mémoires, de ses histoires, de ses langues, de ses paysages. C'est-à-dire que c'est une position, c'est un découpage totalement technocratique, idiot, stupide, tout ce que vous voulez, parce que bon, ben, il y avait Martine Aubry qu'il fallait ménager d'un côté, alors elle ne veut pas de la Champagne et de l'Ardenne, donc il faut bien coller quelque part la Champagne en Ardennes, c'est qu'on va mettre la Champagne et Ardennes, on ne va pas faire juste Champagne, Ardennes, Lorraine, parce que et puis de l'autre côté on a Hérault qui lui, il faut lui garder son Pays de Loire, c'est un découpage de barons totalement archaïque, technocratique et à côté de la plaque, parce qu'il y a quand même des dynamiques historiques, des dynamiques culturelles qui sont productives et que la responsabilité de l'État, c'est effectivement aussi de faire vivre ces histoires, ces traditions dans leur complexité.